Pendant la guerre, les Alliés ont pris des photos aériennes d'Auschwitz. Ces photos ne nous ont été révélées que très récemment, et elles prouvent que les chambres à gaz n'ont pu être qu'imaginaires. Les Alliés surveillaient Auschwitz de très près à cause de son importance industrielle considérable. De décembre 1943 à janvier 1945, ils ont effectué 32 missions aériennes à partir de la base de San Severo en Italie. Pas une de ces missions n'a montré les crématoires crachant de la fumée nuit et jour. Pas une des photos prises n'a montré de foules humaines agglutinées à proximité des crémats. Pourtant, dans les comptes rendus de mission, dès qu'il y a trace de fumée ou trace de vapeur, cela est mentionné. Par conséquent, l'observation était extrêmement précise. Regardons bien cette diapo. Parmi toutes les photos, j'ai choisi celle-ci, qui date du 25 août 1944. C'était, paraît-il, l'époque où les gazages atteignaient leur point culminant. Or, que voyons-nous? En haut, à droite, nous voyons bien le crémat 2 et en miroir le crémat 3. Voyons ce crémat 2. Nous voyons bien l'ombre portée de sa cheminée. Aucune trace de fumée. Nous voyons les deux Leichenkeller. Le Leichenkeller 2, censé être vestiaire, et le Leichenkeller 1, censé être chambre à gaz. Aucune foule ne figure aux alentours. Et au lieu d'un terrain qui devrait être piétiné, nous avons en bas à droite un jardin bien dessiné. Nous avons un portail qui est ouvert. Rien ne cache ce lieu du reste du camp. J'estime que ces photos aériennes, dont je ne donne ici qu'un exemple, et qui nous ont été révélées en 1969, devraient porter le coup de grâce à la légende des chambres à gaz. J'ajoute un point. J'ajoute que les techniciens des services de renseignements alliés disposaient d'une foule d'informations considérables sur Auschwitz, sur ses usines, sur ses camps. Ils savaient jusqu'au nom des ingénieurs. Et ils savaient même que certains d'entre eux faisaient 70 km en voiture pour se rendre à leur travail. S'il y avait eu à Auschwitz la moindre entreprise d'extermination, il n'y a nul doute que les services d'observation aérienne britanniques ou américaines en auraient été immédiatement avisés. Je voudrais vous parler du Zyklon B. On fait tout un mystère autour de ce produit. Or, ce produit, je vous l'ai dit, existait dès 1917. On l'employait et on l'emploie encore aujourd'hui comme désinfectant et insecticide. On l'emploie donc depuis 54 ans. Il se vend à Paris. C'est un produit dangereux. Il faut près de 24 heures d'aération pour pénétrer avec un masque dans une pièce qui a été traitée au Zyklone. Je répète donc qu'on se moque de nous quand on nous dit que tout de suite, ou presque tout de suite après le gazage de 2000 personnes, les membres d'un commando spécial pouvaient venir sur place pour sortir les cadavres et qu'ils le faisaient négligemment, soit en mangeant, soit en fumant. Aujourd'hui, le Zyklone est encore utilisé en France, en Europe, aux États-Unis, et il a même gardé son nom. Voici un ouvrage qui date de 1972 et qui nous montre une brochure vantant les mérites du Zyklone B. Le Zyklone pouvait se présenter sous la forme de disques. On voit ici des hommes en train de répandre des disques de Zyklone dans une minoterie. Vous noterez qu'ils portent des masques. Il peut être aussi présenté sous la forme de granulés. Ici, on voit deux hommes en train de procéder au gazage d'un terrier de renard. Bien qu'ils soient en plein air, ils portent des masques. Ici, le gazage d'un entrepôt de café. Ici, le gazage d'un navire. Ici, une chambre à gaz mobile, qui a d'ailleurs très bien pu donner naissance au mythe des chambres à gaz roulantes. Deux photos que je vais vous montrer sont très peu connues. Elles sont d'origine soviétique. Elles nous montrent des conteneurs de Zyklone B. Vous remarquez deux déportés, vous remarquez deux Russes. Et derrière, notez bien la forme de cette porte. Eh bien, on nous dit ici
on nous disait en 1945 que c'est ici que se trouvait la chambre à gaz. Or, cet endroit, aujourd'hui, se trouve à plusieurs kilomètres de l'endroit qu'aujourd'hui on nous fait visiter comme chambre à gaz. Et cela, vous pouvez le constater d'une façon très simple. Remarquez bien la forme de la porte, mieux reproduite ici. Vous ne retrouvez nullement ce qui, aux touristes aujourd'hui, est présenté comme étant à Auschwitz I, la chambre à gaz. Il y a donc tromperie une fois de plus. Les Russes, pendant un certain temps, ont décidé de dire que la chambre à gaz se trouvait à tel endroit, puis par la suite, les Polonais ont changé d'avis. Il faut comprendre, par conséquent, que ce que les Russes nous montrent ici comme chambre à gaz homicide était en réalité une chambre à gaz ou un dépôt de Zyklone B non homicide. L'affaire est toute simple, il y a eu confusion entre chambre à gaz non homicide et chambre à gaz homicide. L'historien Henri Amouroux a coutume de dire que sur le chapitre de la Seconde Guerre mondiale, on a menti, beaucoup menti. On ne peut que l'approuver. Et les chambres à gaz constituent un exemple de ces mensonges. Je prendrai un exemple reconnu de mensonge, c'est celui de la chambre à gaz de Dachau. Voici par exemple une photographie très connue qui a circulé dans le monde entier et qui représente un soldat américain devant la prétendue chambre à gaz de Dachau. En réalité, il s'agit d'une chambre à gaz de désinfection. Cette photo est à peu près aussi connue. Elle représente des officiels américains consternés en train de visiter ce que l'on appelle la chambre à gaz de Dachau, sur laquelle, je le répète, il y a eu de très nombreux témoignages. Eh bien aujourd'hui, que voyons-nous? Aujourd'hui, et depuis 1960, on reconnaît qu'il n'y a jamais eu de chambre à gaz à Dachau. Voici l'inscription officielle en 5 langues, telle qu'elle peut se lire aujourd'hui. Je lis la version française pour Dachau. Chambre à gaz, chambre de douche, camouflée, ne fut jamais utilisée. Autrement dit, il n'y a jamais eu de gazage. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes officielles de Dachau se permettent d'appeler cette pièce chambre à gaz. Ils n'ont aucune raison de le faire. Et je leur ai posé la question, je leur ai dit, de quel droit pouvez-vous baptiser de chambre à gaz une pièce qui n'a jamais été utilisée en tant que telle? Une pièce dont vous nous dites qu'elle a été commencée en 1942 et non terminée en 1945. Comment peut-on savoir qu'une pièce qui n'est pas terminée est destinée à devenir, une fois terminée, une chose que l'on n'a jamais vue dans sa vie? Eh bien, bien entendu, je n'ai jamais eu de réponse sur ce point-là. Voilà donc un exemple de mensonge et de mensonge officiel. Mais on pourrait multiplier les exemples de supercherie. Voici un exemple. Regardez bien cette double photo. En haut, des hommes, dont on ne saurait dire d'ailleurs s'ils ont été photographiés dans un camp allemand ou ailleurs, et en bas, les mêmes, mais avec à leurs pieds des cadavres accumulés. On a trouvé que cela ne faisait pas assez, alors on en a ajouté. Et voici une photo qui figure aujourd'hui dans un manuel d'histoire distribué aux enfants de France et qui est censé représenter une chambre à gaz. Or, réfléchissez un instant, il s'agit tout simplement d'une salle de bain, il y a des vitres. Dans une chambre à gaz, vous ne risqueriez pas d'avoir des vitres, il suffirait de les briser et tout serait fini.